Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Exceptionnellement, cette semaine, on est en direct ce jeudi. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors en mai dernier, on avait invité un opposant au projet du centre d'enfouissement de déchets nucléaires en profondeur à Bure, dans la Meuse. Et nous avions brièvement évoqué ce qui se passe depuis le 14 février dernier dans un autre centre d'enfouissement en activité, celui-là depuis 1991, aux États-Unis, dans l'État du Nouveau-Mexique. Alors, il s'agit du WIP, le Waste Isolation Pilot Plant, installation pilote pour l'isolement des déchets. Une installation dont le but est que les déchets et la radioactivité qui pourraient s'en dégager restent bien isolés au fond et bien isolés du monde extérieur. Alors si le WIP devait constituer un projet pilote, c'est doublement raté et on va comprendre pourquoi. Donc on a invité aujourd'hui, pour revenir sur ce qui se passe dans ce centre d'enfouissement au Nouveau-Mexique, Fred Boutet, qui tient à jour un article sur le sujet sur le site de la coordination Stop Nucléaire. Coordination Stop Nucléaire. Fred, tu es avec nous ? Oui, je suis là. Bon, on s'entend bien. Moi, je t'entends bien. Moi, c'est un peu saturé, mais je vous entends. Bon, alors on va faire des petits réglages, non ? Ça va ? C'est en cours. Avant de parler de ce qui s'est passé le 14 février dernier, j'aimerais bien qu'on revienne, enfin que tu nous expliques ce que c'est le WIP exactement, comment ça se présente, puis à quoi ça sert, et quel type de déchets nucléaires ils sont stockés. Et puis ça nous donnera peut-être l'occasion de parler de la différence entre ce qui se passe aux États-Unis et en France sur le stockage des déchets nucléaires. On peut peut-être commencer par ce que c'est que ce trou-là. Alors, c'est un trou qui accueille des déchets transuraniens. Aux USA, c'est un déchet qui est contaminé avec des éléments plus lourds que l'uranium, essentiellement du plutonium en fait. Et c'est des périodes radioactives supérieures à 20 ans et des concentrations supérieures à 100 nanocuries, c'est-à-dire 3700 becquerels par gramme de déchets. Alors, tous les transuraniens sont des émetteurs alpha, fabriqués artificiellement par l'homme, depuis qu'on fait de la fission, depuis 1945. Alors, essentiellement, c'est le PU-239, en fait, qui est une période radioactive de 24 000 ans. Plutonium 239, oui. Plutonium 239, voilà. Une fois rempli dans le WIP, il aurait dû contenir 13 tonnes de PU-239. Si on prend une équivalent de dose à 300 microgrammes pour une dose mortelle adulte, ça fait 43 milliards de doses mortelles adultes stockées dans le WIP. Bon. Et ils viennent d'où ce plutonium et cet américium, et les transuraniens, ils viennent d'où, de quoi ? De 77 sites de production, de recherche militaire ou pas militaire. Étant donné si on peut considérer le plutonium comme non militaire, oui. C'est pas possible de considérer ça comme entre guillemets civil. Voilà, 77 sites de production qui attendent de mettre leurs déchets au fond d'un trou pour dire qu'ils ont trouvé une solution. Et c'est en particulier ça vient de centres de recherche comme Los Alamos, par exemple ? Los Alamos, qui est donc le centre qui a fabriqué et fabrique les bombes nucléaires américaines. Alors, alors ça se présente comment ? C'est un grand trou, on met tout dedans, ou comment ça ? Juste avant, il y a deux types de déchets, parce que
Effectivement, on les met dans un trou. Et deux types de déchets, il y a ce qu'ils appellent les contact handled et des remote handled. Contact handled, c'est jusqu'à 200 mg par heure, c'est-à-dire 2 millisieverts par heure au contact c'est une quantité de dose de radioactivité qui est émise du container. Et au-delà, pour les remote handled, les remote handled, ça peut aller bien au-delà. C'est-à-dire que c'est les choses qu'on manipule soit à la main, soit par l'intermédiaire de robots, c'est ça. Voilà, c'est important parce que au fond du trou, en fait, il y a ce qu'on appelle des panels. Il y a 7 panels. Et les panels, en fait, on peut appeler ça des panels, mais c'est des sortes de compartiments, des grands compartiments dans lesquels, il y a 8 panels, je crois. Et dans chaque panel, il y a 7 chambres. 7 chambres dans lesquelles, entre les chambres, il y a des murs. Oui. Donc ils creusent tout ça dans le sel, à 650 mètres de profondeur. Dans le sel. Dans du sel, dans une formation de sel à 650 mètres de profondeur. Et dans les murs, ils mettent les remote handled, c'est ceux qui crachent beaucoup, là. Et donc il n'y en a pas beaucoup de ceux-là, parce qu'ils les mettent dans les murs, parce que sinon ça émet trop de radiation. Et dans les salles, qui sont des trous creusés, ils entassent les fûts, qui sont des contact handled, ceux-là qui sont manipulés avec des magnétos, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, ok. Avant, on va voir ce qui s'est. Je voudrais qu'on remette un petit peu ça aussi dans le contexte, c'est-à-dire que il y a quand même le choix qui est pas tout à fait innocent d'avoir implanté ça au Nouveau-Mexique, qui est quand même un État. On peut dire que c'est un État nucléaire. Parce qu'il y a du monde là au Nouveau-Mexique. Enfin, il y a du monde. Il n'y a pas beaucoup de population, puisque je crois que la densité, c'est 6 personnes au kilomètre carré. Mais il y a du lourd là en termes de nucléaire. Oui, puisqu'il y a le centre qui a mis au point les premières bombes atomiques. La première a explosé sur le site de Trinity Site le 16 juillet 1945. Donc c'est le Nouveau-Mexique, en fait, c'est le berceau de l'industrie de la fission. C'est de l'industrie de la bombe et de tout ce qui s'ensuit après, les bombes sales, les bombes sales qui fabriquent de l'électricité et les explosions nucléaires. Donc il y a toute une ribambelle d'usines qui sont dispatchées partout dans le Nouveau-Mexique. Ça va des mines d'uranium, à l'enrichissement des mines, au stockage profond, à la mise au point des bombes, à l'explosion des bombes. C'est vraiment un État qui fait la moitié de la France, qui est vraiment qui est contaminé, et qui contient, où les gens travaillent c'est des camps militaires où les gens travaillent pour cette industrie-là, quoi. Oui, je vais noter que ne serait-ce, juste au centre de recherche de Los Alamos, il y a, je crois, 13 000 personnes qui travaillent. Donc c'est énorme, quoi. Et voilà, historiquement, c'est à Los Alamos qu'on a mis au point. Donc tu l'as dit, la première bombe là qui s'appelait Gadget, c'est sympa. Et puis la bombe qui a explosé à Hiroshima. Et à Nagasaki et toutes les autres. Voilà. Donc, alors... Donc, le WIP a été... D'ailleurs, il y a la Sandia Base, qui était une base, en fait, de fabrication des missiles. En fait, tout ce qui n'était pas nucléaire est devenu une sorte de... Ils appellent ça un laboratoire. Bon, c'est en fait, de laboratoire, c'est un camp militaire, à nouveau. Oui. Il y a beaucoup de laboratoires. On appelle ça des laboratoires comme s'il s'y passait rien, en fait. Oui, c'est joli. C'est la novlangue, ça, le laboratoire. Oui. Donc, le Sandia Laboratoire, c'est lui qui a décidé de l'emplacement du WIP. Donc, ils ont foré à des endroits, et puis à certains endroits, ils ont... Je ne sais pas si vous avez vu ça. À certains endroits, ils ont foré. En 1981, par exemple, ils pensaient l'installer à un endroit donné. Ils forent, et ils sont allés un peu trop loin, et il y a de la saumure sous pression, sous très très haute pression, qui est sortie. Des millions de barils sont sortis là comme ça dans le désert. Alors ils ont fait pivoter sur la carte leur plan et ils ont dit on va le faire là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils l'ont fait juste à côté. Donc il y a une des plus gros dangers en fait du WIP, c'est la connexion par fracture, puisqu'il y a aussi plein de pétrole.
Mais ça, il y a des gens sur la géologie qui peuvent expliquer tous les dangers qui sont liés à la mise sous terre, soit en profondeur là, de ces déchets. D'accord. Et on va peut-être en venir. Oui, alors simplement, je voulais quand même rappeler qu'entre la France et les États-Unis, il y a une différence dans le stockage des déchets, c'est qu'eux, ils n'ont pas de centre de retraitement. Hein, nous, on met tout ce qu'on considère comme... enfin, ce qu'on considère, ce que Areva, le CEA, l'Andra considère comme recyclable, hein, c'est-à-dire qu'on peut encore les utiliser. On retraite ça à La Hague. Hein, il y a une espèce de... c'est le centre en Normandie. Alors que les États-Unis, ils ont choisi de garder les combustibles sur site. Hein. Il me semble que c'est... Ils n'ont pas de centre de retraitement comme La Hague. Oui. Mais les RH transuraniens remote handle là, qui sont mis dans les murs, dans le WIP, c'est des produits de fission. Hein. C'est comme les combustibles usés des réacteurs. Donc c'est exactement ça. Mm-hmm. Donc, ils contiennent strontium 90, yttrium 90, césium 137, barium 137, plutonium 241, américium 241, cobalt 60. C'est tous ces trucs-là qui émettent, en plus du bêta et du alpha, beaucoup de radiation gamma. Donc, quand même, il y a... Enfin, je veux dire, de ces trucs-là, là, ouais. Dans le WIP, il y a de ces machins-là, quoi. Des produits de fission. D'accord. Alors, on va arriver alors, je sais pas, on va parler d'événements parce que... on ne sait plus comment décrire ces choses-là qui se passent. Parce qu'eux, évidemment, ils les décrivent comme des incidents. Et puis, on pourrait appeler ça un accident, mais ce n'est pas vraiment un accident. Puis alors, une catastrophe. Enfin, on ne sait plus très bien décrire tout ça. Alors, je vais parler d'événements. Hein. ce qui s'est passé le 14 février. Attends 2 secondes. Alors, oui, c'est bon. Non, il y avait un petit... Ouais. Truc ça saturait, ouais, c'est bon, excuse-moi. Ouais, ce qui s'est passé le 14 février dernier, là, il y a le 5 février d'abord, il y a un feu. Alors donc il y a quatre tuyaux qui descendent dans le WIP, qui montent. Il y a un ascenseur pour l'excavation de sel, il y a un ascenseur pour la manipulation des déchets radioactifs, et il y a 2 ascenseurs, 2 conduits pour l'air, un qui rentre et un qui sort. Et le 5 février, il y a eu de la fumée noire qui sort de l'ascenseur de l'excavation de sel. Et en fait, ils ont déclaré que c'était un feu de camion. C'est-à-dire qu'au fond du trou, il y a un camion qui a pris feu apparemment. Et c'est pas sorti par la fumée n'est pas sortie par l'extraction d'air, mais par le tuyau d'ascension des camions, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit problème. Le 14 février, il y a une alarme radioactive qui sonne et le Roger Nelson, le porte-parole du DOE, le DOE, alors c'est au DOE, on a dit que le Nouveau-Mexique c'était le berceau de l'industrie nucléaire criminelle américaine, là, des bombes, etc. Le DOE, c'est l'organisation qui chapeaute tout ça, en fait. Donc le DOE, Département of Energy, lui il est responsable et il dit on n'a jamais vu des niveaux de radioactivité aussi élevés. Donc pour que lui il dise ça, c'est que ils ont relevé des niveaux absolument gigantesques. Le 5 février, tout le monde a été évacué. Le 14 février, tout le monde est évacué, y compris la cellule de secours qui est censée opérer dans une salle filtrée, etc. Tout le monde est évacué. Et puis là, il y a des relâchés dans l'atmosphère de plutonium et d'américium. Donc, à la suite de ça, évidemment, on peut imaginer, les gens qui découvriraient pour tous les gens de PACA là, qui écoutent Radio Galère, qui découvriraient qu'il y a eu un accident dans ce machin, faut bien imaginer que le DOE donne des informations au compte-gouttes, il n'arrête pas de mentir, et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On ne peut pas imaginer qu'il nous donne des informations. Il ne faut pas oublier que c'est un camp militaire, et que les employés, on a appris qu'ils n'étaient pas autorisés à parler à la presse,
Donc, grosso modo, on n'a pas de photos d'autres que ceux qui veulent bien donner. Donc voilà, donc on sait. Alors, on a vu, par contre, ils ont donné une photo d'un fût qui semblerait, qui a fait plop. En fait, il y a un fût dans le panel numéro 7, la salle numéro 7. On a un fût qui baille aux corneilles. Il est ouvert. Donc, et ce fût apparemment contient 16 à 17 curies de plutonium. Alors, pour donner un ordre de grandeur, ce truc il a explosé. Donc apparemment, il a fait plop et c'est ça qui a relâché dans l'atmosphère toutes ces saloperies radioactives. 16 à 17 curies de plutonium, ça représente 910 000 doses mortelles adultes. Donc si par exemple, c'est pour dire que si jamais ça s'est vaporisé dans l'atmosphère et que chacun prend sa dose de 300 microgrammes de plutonium, donc il est sûr de mourir dans les 2 à 10 ans qui viennent, il y en a 910 000 qui sont dans ce fût-là, quoi. Et dans le panel 7, le DOE dit qu'il y a 700 curies, ça fait 288 millions de doses mortelles adultes. Voilà, donc ça c'est l'environnement dans lequel... Donc, grosso modo, ce truc a explosé, plus aucune personne n'est allée là-dedans, sauf... alors apparemment, ils y sont allés, mais en combinaison, genre le NASA, enfin, truc comme si ils sont sur Mars, quoi. Ils ont réinventé Mars. Ou la Lune, pardon. Ils ont marché dans le WIP comme on a marché sur la Lune. Il y a toujours quelqu'un au téléphone? Parce que moi, j'entends plus rien. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui. Bon, bah alors c'est bon, je suis là, je t'écoute. Ah oui, oui. Si je dis rien, c'est parce que je t'écoute, je suis pas partie. Donc voilà, donc il y a ce truc. Alors un ou plusieurs flux ont explosé et on a une idée à peu près de qu'est-ce qu'il y avait dans ces fûts. On ne sait pas exactement combien est sorti. Alors il y a des filtres dans le WIP, mais le WIP n'a jamais été conçu, ça ils l'ont avoué, le WIP n'a jamais été conçu pour fonctionner en mode filtré. Attends, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ça, là. Ça veut dire quoi, fonctionner en mode filtré? Entre l'intérieur et l'extérieur, on est censé contrôler l'air qui rentre et l'air qui sort. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça passe par des ventilateurs, c'est des immenses ventilateurs, qui sont censés faire circuler l'air, etc. Et donc on peut imaginer que pour éviter qu'il y ait de la radioactivité qui sorte dans l'air, on met des filtres. Bon, ça en fait, ça n'a jamais été envisagé que ça fonctionne en permanence en mode filtré. Pourtant, c'est ce qui doit se passer aujourd'hui, parce que comme c'est ouvert et que ça recrache, il faut absolument mettre des filtres. Alors en fait, ils ne savent pas pourquoi le fût a explosé. Est-ce qu'on sait combien il y a de fûts qui risquent d'exploser? Oui, il y en a des centaines en fait. Qui sont stockés dans le WIP. Et qui sont stockés ailleurs aussi, je crois. Hein. Il y en a d'autres ailleurs, au Nouveau-Mexique, qui sont, alors, suspectés, parce qu'il y a un truc assez drôle, on va peut-être le raconter, je ne sais pas si la litière pour chat. Oui, vas-y, oui, la litière pour chat. chat. C'est drôle. Ouais. Là, c'est un lobbyiste pro-nucléaire qui s'appelle Jim Conca du magazine Forbes. Forbes, c'est ce magazine, je ne sais pas si les gens connaissent. Ce lobbyiste, en fait, c'est le propagandiste de la bombe nucléaire, la dissuasion nucléaire. Vous savez, comme dans les années 60, c'est grâce à la bombe nucléaire qu'on a la paix, etc. Et alors, ce mec, il a sorti que c'était sûrement à cause de matière organique verte, entre guillemets verte, qui était utilisée comme absorbant dans ces fûts, parce qu'il y avait des sels de nitrate. Si le sel de nitrate sèche, ça risque d'exploser. C'est déjà arrivé à Mayak, à Kimchi. Enfin, oui, Mayak, oui, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, si c'est ça qui s'est passé, en fait, si ça pourrait être ça, quoi. En fait, et donc, c'est incriminé, c'était la technologie verte, entre guillemets verte parce qu'organique,
qui aura été utilisé dans ces fûts, parce qu'avant c'était de la matière absorbante inorganique. Voilà, alors ils essayent de... Parce que et cette matière, c'était de la litière pour chat. Et donc, on a dit que... Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont un chat savent très bien que la litière pour chat, ça explose pas, quoi. Hein, c'est que... faut quand même autre chose pour et que de toute façon, même si ça explosait, ça relâcherait pas de la radioactivité. Donc, bref, ils se foutent de notre gueule. Voilà, voilà. J'ai vu là, il y a un communiqué de presse de Associated Press là, du 4 juillet qui dit que les experts, les scientifiques, les ingénieurs essayent toujours de déterminer exactement la cause de... Alors donc ils savent absolument pas, ça fait quand même 5 mois. Hein, et alors après il y a quelque chose quand ce fût a explosé, donc évidemment il y a de la radioactivité qui s'est échappée, mais il y a une alarme qui a sonné quand même. Hein, et cette alarme, ils l'ont coupée en disant oh, c'est encore une alarme qui... ça marche pas, quoi. Elle déconne. Oui. Hein, donc, on a coupé l'alarme. Ils ont coupé l'alarme, mais ils ont tous évacué quand même. Mais ils ont tous évacué quand même. Alors, il y avait combien de travailleurs là, je crois qu'il y a quand même des gens qui travaillaient là-dedans qui ont été contaminés. Il y a 22 personnes qui ont été contaminées. On a appris le 14 avril, le 24 avril, on a appris que quelqu'un avait vu un éclat vert, en anglais green burst, et ils ont entendu un bruit d'arc électrique, arcing noise. Oui, ce qui veut 23 minutes avant l'alerte radiologique. Donc le truc vert là... C'est les extraterrestres non, le truc vert, potentiellement, ça c'est le plutonium. Le plutonium, il peut être jaune-vert. Il peut faire des couleurs jaunes ou vertes. Ça, c'est possible. Donc, s'il a vu un éclat vert, à mon avis, il va être... il a reçu une dose. Enfin, ceux qui ont vu un éclat vert, en tout cas, à mon avis, ils sont suivis de près radiologiquement parlant. Oui, c'est très compliqué, s'ils ont inhalé des particules de plutonium, de les retirer de leur corps. Ça, c'est... Oui, on dit que c'est cancer du poumon assuré. Hein, un millionième de gramme, c'est cancer du poumon. Hein, donc, alors, bon, il y a une vingtaine de personnes qui ont été touchées. Alors, on a ça, si on parle la novlangue ou enfin, la propagande, bah, c'est rien, ils ne sont pas morts. Hein, mais ils vont mourir, mais ils ne sont pas morts. Donc ça ne se voit pas là, comme ça, tout de suite. Et puis, s'il y a eu de la radioactivité qui s'est échappée dans l'air, ça veut dire qu'elle s'est redéposée quelque part. On a une idée de l'étendue, là, du périmètre que ça couvre ou On peut tracer des cercles concentriques suivant la direction des vents et... Effectivement, je ne sais plus, à des dizaines et dizaines de kilomètres, ils ont trouvé du plutonium. De toute façon, il y en a déjà beaucoup avec les explosions nucléaires qu'ils appellent des essais, qui ont eu lieu dans le désert juste à côté. Et ça fait que rajouter. Il y a un commentateur qui a dit qu'il était passé en avion au-dessus du WIP, je ne sais plus, en mars ou en avril. Et l'ordinateur, il y a un ordinateur qui est allumé, c'est éteint quand ils sont passés au-dessus du WIP. C'était à 30 000 pieds d'altitude. Il y a aussi, dernièrement, là, début juillet, des signes de radioactivité chronique qui sort de ce centre. Et ce sont et ça a l'air, c'est suspecté, on suspecte de ce qu'ils appellent le venting, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des relâchés. Il y a des lâchés, quoi. D'accord. Parce que c'est périodique, tous les jours, comme ça, comme à Fukushima, exactement. Il y a un truc qui fuit, donc forcément, la radioactivité, elle s'en va du fût. Et il faut savoir que le plutonium, quand il est à l'air libre, il s'enflamme. Spontanément comme ça,
C'est pour ça que le problème des déchets nucléaires de transuraniens est essentiellement trouver une forme chimique où en fait il est stable. Le plutonium, sinon, s'il est à l'air libre, comme ça, il s'enflamme. Et s'il y a des matières qui brûlent à côté, eh ben, elles brûlent et ça fait de la poussière qui s'en va et des fumées de feu, quoi. Donc, aujourd'hui, ils ont un problème, c'est que cette radioactivité, elle pisse en permanence. Vous mettez un point sur la carte, comme ça, et vous avez donc une sorte de volcan qui crache son truc en permanence. Au gré des vents, ça balaye comme ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le WIP. Et ça a beau être à 650 mètres de profondeur, ça revient en surface quand même. Et sans pour le moment, voilà, bon, enfin, il se vante. Ah si, il y a quand même, je pense que c'est toi qui avais repéré cette info. En mars, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France, reprend les déclarations du département d'énergie américain et affirme que le panache de plutonium et d'américium est sans danger pour la santé de celles et ceux qui le respirent. Voilà. Bon. Oui, il faut savoir que le plutonium est 115 000 fois plus radiotoxique que le potassium qu'on a dans le corps. Donc, quand ils disent que c'est de la banale radioactivité, c'est des menteurs, des gros menteurs. Ça, on le savait déjà. Ok, alors bon, tout ça, c'est un exemple, mais j'allais dire, voilà, ça peut pas être, on peut pas appeler ça un accident parce que ça doit arriver. Ça doit arriver parce que le nucléaire, c'est ça, c'est inhérent au nucléaire. Donc c'est pas un accident, ça ne fait que confirmer le fait que ça allait arriver, quoi. Alors c'était déjà arrivé à Mayak, on en a parlé là tout à l'heure. Ça c'était dans l'Oural en 1957. Alors c'était pas tout à fait la même chose techniquement, mais enfin il y a eu une panne du système de refroidissement et des déchets très très radioactifs ont commencé à chauffer et ça a provoqué une explosion chimique. Et alors là il y a eu des particules sur 1000 km², enfin des contaminations sur 30 000 km² de territoire. Voilà, et évidemment, on n'en a pas parlé avant la fin des années 80, et là, il y a des territoires entiers qui sont fichus, quoi. Donc, c'est arrivé. Alors, tout ça pour dire, parce qu'on est presque arrivé à la fin de l'émission, ça passe décidément vite, quoi, que l'enfouissement des déchets, c'est évidemment pas une solution, parce que de toute façon, il n'y en a pas, hein, mais que quand même, il se passe des choses pas... Voilà, puis une fois que c'est enfoui, une fois qu'il y a un accident, oh là là, c'est dur de pas parler la neuve langue, hein. Une fois qu'il y a un événement de ce type-là, eh ben, on peut plus s'en approcher, on peut plus rien faire. C'est au fond du trou, ça vit sa vie, quoi, hein. Ouais, alors ce qu'on peut dire, c'est que là, l'industrie nucléaire américaine est embêtée parce que il y avait un autre projet d'enfouissement profond pour les combustibles usés, justement, qui s'appelle Yucca Mountain dans l'Arizona. Ce projet n'a plus de crédit depuis 2008. Obama est arrivé, et puis en fait, cette administration-là, elle a décidé de couper les crédits à ce projet-là, en disant c'est trop cher, ou je sais pas. Ils ont trouvé une faille sismique aussi, hein, quand même. Oui, ils ont trouvé une faille sismique. Ouais. Enfin, bref, ça va coûter un bonbon, puis ça vaut pas le coup, quoi. Et alors, le WIP était devenu le seul lieu d'enfouissement. Et alors, il est en opération depuis. Commence à être rempli depuis 1999. Donc là, ils avaient atteint déjà un certain ratio de remplissage, et puis ils comptaient creuser d'autres galeries, puis continuer à remplir. Mais maintenant, le WIP, il est foutu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, on rentre plus dans une combinaison martienne, et là, ils en sont à dire, bon, mais comment est-ce qu'il faut boucher ce truc vite fait, quoi, et trouver une solution pour que ça fuit plus.
Et que surtout, les prochaines explosions qui vont arriver, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, des explosions, ce truc est mal en point. Et du coup, toute l'industrie américaine nucléaire se prépare à conserver ces déchets, là, chacun sur son site de production, parce que du coup... oui, il n'y a plus d'autres... oui, il n'y a plus d'endroits. Ouais. On les stockait en surface, quelque part, ils ont été produits, de toute façon, maintenant, voilà. Alors, il y avait aussi dans la série des centres d'enfouissement, il y a aussi ce qui s'est passé en Allemagne, à Haas, c'est pareil, c'était construit dans des carrières de sel, je crois, ou des anciennes carrières de sel. Enfin, c'est pareil, tout est en train de fuir, la nappe phréatique est contaminée. Enfin, bon, c'est... Voilà, alors, donc, on va encourager... les gens à aller sur un site qui s'appelle nocigeo.noblogs.org, qui est donc le site d'action et de résistance au centre d'enfouissement de Bure, dans la Meuse, qui est en cours de... C'est un laboratoire, encore un laboratoire, et qui est construit sur le même modèle que le WIP américain. Donc voilà, je répète, c'est nocigeo, cigeo.noblogs.org. Voilà, il y a une campagne. On peut rajouter, c'est que puisqu'on est la coordination Stop Nucléaire, on peut dire que on peut rappeler que Bure, c'est le laboratoire qui a été signé par le ministre Dominique Voynet. Dominique Voynet, qui était anesthésiste de profession et qui portait cet art au plus haut niveau en pratiquant la politique, en s'exerçant dans la politique avec les Verts. Donc on peut dire que c'est elle, en 1998, qui a signé pour le Bure. Et donc, voilà. Oui, tu as raison de le dire. Donc, on va en profiter pour rappeler qu'effectivement, il y a un article qui détaille tout ça sur le site de la coordination Stop Nucléaire. Voilà, vous pouvez aussi consulter le site du collectif antinucléaire 13. Je voudrais vous conseiller quand même la lecture, si ça vous intéresse, les déchets nucléaires, la lecture d'un livre quand même qui est très bien fait, de Laure Noala, qui était, je crois, journaliste à Libération, bref, qui s'appelle Déchets, le cauchemar du nucléaire, qui est paru au Seuil, il y a un petit moment déjà. Il y a un film aussi. Et il y a un film documentaire aussi qui est... Un documentaire, qui est très bien fait. Voilà. Et là, vous saurez tout. C'est paru en octobre 2009. Vous saurez tout sur les déchets nucléaires en France et ailleurs dans le monde. Et puis je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais je crois que... Voilà. Merci Fred. De rien. À bientôt. Bonne continuation. Et merci à Joachim à la technique. Merci. Au revoir. Allez, bonne journée. Ouais, quand même. Nucléaire.